Ça va? T'entends? Bonsoir à toutes et à tous. C'est la grande reprise avec Georges Spira qui nous parle toujours des Juifs qui se trouvent en Europe de l'Est et surtout, on est dans l'époque du Chassidisme. Tu veux rentrer dans les différentes Chassidouillottes et j'imagine que tu vas nous rappeler ce qui s'est passé parce que ça fait un bout de temps et peut-être un carnet de famille. Bechavot, Georges, et le cours est organisé par Midreshet Yehuda Manitou. Merci, Johan. Alors, bonsoir tout le monde. Eh bien, d'abord, on va commencer par un carnet de famille parce que cette semaine, il est vraiment fourni. On va commencer par une pas bonne nouvelle. C'est le décès de Sarah Ventura. Certains d'entre vous la connaissent. Bon, elle venait régulièrement au cours et malheureusement, bon, elle est décédée. Elle était tombée malade et on présente nos condoléances à son mari Alain. Ça, c'est pour une mauvaise nouvelle. Le reste, c'est franchement des belles nouvelles cette semaine. Alors voilà, il y a d'abord le mariage d'une petite fille d'André et Simone Greenspan. C'est un premier Mazel Tov. Et puis, toujours, eh bien, on va annoncer la naissance d'un arrière-petit-fils d'André et Simone et arrière-petit-fils de Michel Schneider en même temps. Donc, Mazel Tov deux fois à ces familles. Et c'est des bonnes nouvelles. Et puis, on a aussi la naissance d'une petite fille. Alors là, j'ai même le nom, je suis gâté. Elle s'appelle Adassa, c'est la petite fille de Francis et Régine Marx. Donc, Mazel Tov à Francis et Régine. Et puis, Arrière, Georges, c'est oui, arrière. Arrière, petite fille, pas petite fille. arrière-petite-fille. Oh, pardon. Oui, 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 en plus, je l'avais noté. Arrière-petite-fille, slicha. Oui, oui. Tu es pardonné. Merci pour le pardon. Et puis, on a les fiançailles d'un petit-fils chez Micheline Cohen. Ça, c'est encore une fois une bonne nouvelle. Et puis encore Mazel Tov. Et puis, demain, il y a le mariage de la petite fille de Paulette Rothgold et la fille de Denis Rothgold qui ont pris ensemble dans la même paroisse. Donc, Mazel Tov à toutes ces familles qui ont eu des bonnes nouvelles. Et ça, c'est notre avenir. Voilà. Ça, c'est pour le carnet de famille. Vous voyez que ce soir, c'était vraiment bien fourni. Maintenant, en ce qui concerne le cours, je ne vais pas faire ce soir de résumé parce que la dernière fois, nous avons parlé de Chassidout vraiment pas sympathique et c'était très énervant. Je vous rappelle juste qu'on a parlé des Satmar, des Neturei Karta, des Toldos Aaron, des Toldos Yitzhak et Yaakov. Franchement, c'est des Chassidout pas sympathiques du tout, violemment antisionistes, violemment. Et donc, je vous les raconter et je ne reviendrai pas dessus parce que je préfère les mettre dans les oubliettes de notre histoire. Voilà. Mais ils existent, ils sont là. Donc, on va tout de suite continuer avec d'autres chassidouyot et on va se tirer tout doucement vers la fin. Je vous expliquerai à la fin du cours on va continuer. Donc, la première chassidoute dont je vais vous parler ce soir, c'est la chassidoute de Sans-Klausenburg. Sans-Klausenburg, deux villes. Alors, elle est relativement récente, c'est une chassidoute qui date du 19e siècle, donc relativement récente. Elle a été fondée par Rabbi Chaim ben Aryeh Leib Halberstam. Rabbi Chaim ben Aryeh Leib Halberstam dans une ville qui s'appelait à l'époque Sans, qui s'appelle aujourd'hui Novi Saks. Voilà, ça se trouve en Galicie. Et cette famille Halberstam va diriger la dynastie jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est toujours la même famille. Là, c'est vraiment pour le coup, c'est une vraie dynastie. Il y a eu de nombreuses ramifications. Vous savez que, on l'a déjà vu, mais on le revoit encore. Le fondateur, il a 4 ou 5 rabbins, fils rabbins. Alors l'aîné, il est nommé Admour successeur, en général l'aîné. Les autres, pas trop, ou un peu oui. Alors, il y en a parfois qui sont nommés rabbins de la dynastie aux États-Unis, l'autre en Israël, le troisième dans un autre endroit. Ou alors, il arrive aussi très souvent que les autres fils créent leur propre dynastie. Nous allons en voir plusieurs ce soir.
Alors, ce fondateur, Aryeh Leib Halberstam, ses dates, c'est 1797-1876. Donc, vous voyez, c'est au début du chassidisme. C'est un tzaddik, donc un juste, un grand, mais c'est surtout un très grand Talmid Chacham, un grand connaisseur du Talmud, un homme exceptionnel ayant une très grande autorité halachique. Il a vraiment, il a écrit des livres de tchouvot. C'est un homme de grand, grand savoir. Il est dans une famille non chassidique et très jeune déjà, il était réputé être un érudit tout à fait accompli dans l'étude de la Torah. Et il a des penchants pour le chassidisme, qui a une autre approche, plus sympathique, plus douce, plus gentille. Voilà, il a des penchants là-dessus. Il occupe différents postes de rabbin et finalement, il arrive chez le tzaddik Naftali de Ropshitz. Naftali de Ropshitz, ses dates, c'est 1760-1827, dont il devient un élève. Et là, en 2 minutes, je vais vous montrer cette descendance des rabbins chassidiques depuis l'origine, donc le Baal Shem Tov. Et il y a toujours un lien direct qui remonte au Baal Shem Tov. Naftali de Lofshitz était l'élève de Rabbi Elimelech de Lijensk, lequel Elimelech de Lijensk était lui-même l'élève de Rav Dov Ber de Mezerich, le Maguide de Mezerich, lequel était l'élève du Baal Shem Tov. Donc on est vraiment dans une lignée directe et l'origine des différentes cours chassidiques remonte toujours au même point de départ, quelle que soit l'époque où cette cour est apparue. En 1828, le rabbin de Sens s'installe à Sens. Ben, il y a un petit peu d'objection parce qu'on n'aime pas beaucoup les chassidim, vous savez, il y a une grosse bagarre. Finalement, il s'installe en 1830 et restera à Sens jusqu'à son décès en 1876. Et il établit là-bas une cour chassidique, la cour de Sens. Son chassidisme est inspiré de valeurs pré-chassidiques. Ça, c'est un peu original. Vous savez que chaque cour a vraiment ses particularités. Eh bien, Sens, d'abord, a énormément de respect pour l'étude du Talmud. Et vous savez qu'une des causes de l'opposition des Mitnagdim, c'est que pour les Chassidim, l'étude de la Gemara était moins à l'époque. Je ne parle pas d'aujourd'hui. À l'époque, au début du chassidisme, l'étude de la Gemara était moins essentielle, fondamentale qu'elle ne l'était pour les Mitnagdim. Donc lui, oui, il prône l'étude de la Gemara, il est très conservateur, tant sur le plan éducatif que vestimentaire, que dans les traditions et les us et coutumes de la vie quotidienne. Il sera même très conservateur par rapport au modernisme et aux nouvelles idées qui se font jour. Je vous rappelle que la Haskalah, les Lumières, apparaissent dans les pays de l'Est en 1785. Donc c'est à cette époque charnière où nous nous trouvons, on commence à voir toutes sortes d'oppositions. Par contre, c'est un homme malade. Il est boiteux, il a une maladie de peau qui le fait souffrir, et pour autant, il va très fréquemment au mikvé et s'impose des mortifications. C'est pas tout à fait dans la tradition juive, mais bon, on a eu des gens comme ça qui passaient par le truchement de mortification. Et il passe son temps à étudier, à enseigner et à amener beaucoup de tshuvot de halakha, de réponses à des questions halachiques. Et il est très renommé dans ce domaine-là. Il est aussi renommé pour sa tfila, sa prière qui est très concentrée, et pour sa façon de faire la tzedaka. Une qualité qu'on retrouve très très fréquemment chez les rabbins chassidiques. Mais par contre, il n'a pas un caractère très facile, il est très très sévère envers ceux qui ne suivent pas ses instructions, et du coup, il va y avoir assez souvent des frictions avec lui. Mais surtout, la grande bagarre de sa vie, c'est contre la dynastie chassidique de Sadigora. Alors celle-là, je ne vous en ai pas parlé, je ne pense pas que je vous en parlerai d'ailleurs, c'est une petite cour chassidique.
pas très très important, mais elle existe toujours, elle est très active d'ailleurs. Une telle bagarre au point qu'il interdit cette dynastie en 1869. Cette dynastie de Sadigora est dirigée par le fils du tzaddik Israël de Rougine. Tout ça sont des mots, des noms que vous avez déjà entendus. On gravite dans un petit milieu comme ça qui grenouille toujours un petit peu entre eux, qui se rencontrent, qui font des mariages, et on retrouve un petit peu toujours les mêmes noms. Alors, pourquoi est-il tellement opposé à Sadigora? Il y a une première raison immédiate, c'est l'attitude du tzaddik de Sadigora qui s'appelle Dov de Léova, qu'on surnomme Berniou, parce que figurez-vous, c'est donc le fils du tzaddik de Rougine, figurez-vous que ce tzaddik de Sadigora abandonne ses fidèles pour rejoindre les maskilim, donc les tenants de la Haskalah, les tenants des Lumières, les tenants de la modernité. Il va donc rejoindre les maskilim de Tchernovitz et dénonce le chassidisme dans la presse juive. Alors évidemment, ce n'est pas très très bien, c'est pas bien vu, et c'est la raison pour laquelle il s'oppose violemment à Sadigora. Mais il y a une deuxième raison beaucoup plus profonde. C'est la divergence de vue absolue entre les deux cours sur la nature même du chassidisme. Sanz pratique un chassidim, un mode de vie de simplicité et d'humilité. On comprend ça très bien, c'est l'attitude normale d'un tzaddik, d'un chassid. Alors que Sadigora vit de manière tout à fait princière, vit avec un matérialisme vraiment ostentatoire, visible, voyant, agressif et très hédoniste. Et Sadigora, encore aujourd'hui, le tzaddik de Sadigora, c'est un monsieur qui se promène avec un beau florilège d'accompagnateurs dans le luxe, etc. Donc là, il y a une opposition fondamentale entre l'humilité et la simplicité, la modestie, qui est une des vertus essentielles dans le judaïsme, et puis Sadigora, qui vit de manière tout à fait princière. Et alors là, ça va très loin, parce que le rabbi Halberstam demande que les 4 frères de Berniou le désapprouvent et condamnent son mode de vie royal, et puis il refuse. Les frères refusent, ils ne le rejoignent pas dans son discours avec les maskilim, mais ils refusent de le condamner. Et du coup, Halberstam rentre dans une polémique et exige un chérem contre les chassidim de Sadigora. Vous voyez que c'est allé très loin. Mais ça va aller encore plus loin que ça. Beaucoup de rabbins, y compris des rabbins non chassidiques, soutiennent le rabbi Halberstam. Parce que cette façon d'étaler sa richesse n'est pas dans l'esprit du temps, n'est pas dans l'esprit en général de la diaspora. Encore que là, il y a des gens qui donnent beaucoup de coups de calife sur le principe, mais effectivement, enfin, nous, on nous a appris dans notre enfance qu'il fallait rester modeste et puis ne pas faire d'étalage. Voilà. C'était valable au XVIIIe siècle aussi, de la même manière. Et donc, beaucoup de rabbins soutiennent Halberstam, et puis d'autres vont soutenir Sadigora et surtout vont tenter une médiation sans résultat. Beaucoup de communautés, ça va aller loin, en Pologne, en Hongrie, en Galicie et en Russie, entrent dans la controverse, et parfois de manière violente. Dire qu'à l'époque, c'était vraiment très, très tendu. Et puis, il se trouve qu'en Palestine, il y a beaucoup de membres de la dynastie de Sadigora. Et eux, ils vont aller au Kotel et prononcer une contre-interdiction, c'est-à-dire ils vont prononcer un vœu d'opposition au chérem qui a été posé par Rabbi Halberstam. Du coup, là, sa colère s'amplifie, le conflit va s'intensifier, ça va devenir de plus en plus violent, il y aura des affiches polémiques, alors ça c'est assez rigolo, parce que ces affiches polémiques qui ont été affichées entre 1869
et 1871, nous sommes donc dans une époque relativement récente, ce qu'on appelle en chinois des Dazibao, mais c'est aussi le système d'affichage des informations dans les quartiers Haredim comme Mea Shearim, par exemple. Aujourd'hui encore, on met on colle des affiches au mur. Ça a un nom, mais je le sais plus en hébreu. Il y a un nom pour ça. Et en fait, ces affiches de l'époque, qu'on récupère très précieusement, sont un véritable trésor pour les historiens, parce que les arguments avancés décrivent très bien l'époque, les soucis de l'époque, les problèmes de l'époque, et pour quelles raisons on s'oppose à Sadigora. Ça, c'est pour la petite histoire et pour les historiens. Finalement, le conflit va quand même finir par se calmer, mais il se calmera parce que Rabbi Halberstam décède et donc les tensions vont se calmer, mais persisteront quand même pendant quelques dizaines d'années. Mais évidemment sur un ton beaucoup moins agressif. Alors, Rabbi Halberstam, il est connu pour son livre Divrei Chaim, qui traite des problèmes du mikvé et des lois du divorce. C'est un livre qui est daté de 1864 et il a écrit également plusieurs livres de tchouvot, donc de réponses halachiques à des questions qui lui ont posées par des communautés dans différents pays, pas seulement sur place. Il avait un grand prestige, je vous l'ai dit, et ces tchouvot sont envoyés un peu partout, aussi bien en France qu'en Allemagne, qu'en Pologne, enfin dans tous les pays de l'Est évidemment, et jusqu'en Israël, en Palestine. Alors, Rabbi Halberstam, il est père de 15 enfants qu'il a eu avec 2 épouses, mais il était marié 4 fois. Alors, je suppose qu'il a eu 2 épouses qui n'ont pas eu d'enfants, et avec les 2 autres, il a eu, l'une après l'autre, hein, je précise, hein, il n'était pas bigame. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il a eu 15 enfants. Tous ses fils et tous ses gendres vont devenir des rabbins, et vont chacun fonder leur propre dynastie, leur propre cour. Le plus brillant de ses enfants, c'est son fils aîné, Rabbi Yecheskel Shraga de Sienava. Les dates, c'est 1818-1898. Vous voyez, on arrive à l'orée du XXe siècle. Parfois, il était en désaccord sur des problèmes halachiques avec son père. Il a également essayé d'apaiser cette querelle avec Sadigora, mais ça n'a pas marché, il n'a pas eu de succès. Et donc voilà, ça c'était son principal, son élève le plus doué, son fils le plus doué. Il a un autre fils qui s'appelle Baruch Halberstam de Gorlitz. Ses dates, c'est 1830-1906, à peu près la même époque, évidemment. Lui, il a été très très proche de son père, et à l'instar de son père, il était strict, autoritaire, et Rabbi Baruch Halberstam prendra la tête de l'opposition au sionisme. On est là, je vous rappelle que Herzl, c'est la fin du 19e, et on est là au tout début du 20e, au tournant du siècle. Et donc, il prend la tête de l'opposition au sionisme, et de cette façon, il fixe la position qui sera celle de la majorité des rabbins chassidiques. Alors, ils sont soit anti-sionistes violents, comme nous l'avons vu la dernière fois, soit non-sionistes, qui ne signifie pas violent, donc, soit indifférent. En tout cas, je ne crois pas qu'on connaisse une cour chassidique qui soit sioniste. Ça, non. Mais ils sont non sionistes de façon plus ou moins appuyée, de façon plus ou moins impliquée. On verra ça lors d'un résumé la prochaine fois. Voilà. Alors, un des descendants les plus célèbres de Rabbi Halberstam, le premier, c'est son petit-fils, qui s'appelle Rabbi Yekusi El Yehuda Halberstam. Les dates, c'est 1904-1994, on est là vraiment dans le contemporain. Et lui, il a une histoire qui vaut la peine d'être racontée. Alors, il est rabbin en 1926 à Klausenburg, d'où la dynastie de Sachs-Klausenburg. Voilà l'origine du nom composé. Alors, Klausenburg, c'est aussi une ville en Pologne, je crois en Podolie. Il est vénéré, c'est une personnalité publique douée,
et il est l'auteur de plusieurs livres. Mais quelle vie! Quelle vie! En 1943, il est déporté. Alors lui, il est déporté, sa femme et ses 11 enfants sont maintenus, restent au ghetto et seront déportés plus tard et seront tous assassinés. Donc il perd sa femme et ses 11 enfants. Pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Et mais sa vie va continuer. Alors, au camp, déjà au camp, il fait tout avec des risques énormes pour pouvoir mettre ses tefilines. Il refuse la nourriture qui lui semble vraiment pas cachère. Il étudie, il prie, il organise des offices, il respecte Shabbat autant que possible tout en travaillant, parce qu'évidemment, on ne lui demande pas son avis. Et il essaye de maintenir un maximum de judaïsme dans sa vie, de judaïsme religieux. Et après la guerre, on va lui poser la question, comment il a pu survivre? Et alors voilà sa réponse. J'ai tout perdu, ma famille, ma femme, mes enfants, mais je n'ai pas perdu Dieu. Et ça, c'est une réponse qui est tout à fait étonnante. Cette foi absolue en Akadosh Baruch Hu, c'est ce qui lui a permis de survivre. Ça a été assez souvent le cas, évidemment pas assez. Mais voilà sa réponse qu'il donne après la guerre. Il est libéré en 1945, donc il a survécu au camp. Et là, il reste pendant 6 mois dans un camp de réfugiés et il s'occupe d'enterrer les morts qui sont dispersés un peu partout dans la région. Il y en a des gens qui sont sortis des camps, beaucoup sont décédés ensuite dans les camps de personnes déplacées parce qu'ils avaient été mal nourris pour toutes les raisons que vous connaissez. Et donc, il y avait des enterrements les uns après les autres. Il s'est occupé d'enterrer ces gens d'une façon convenable selon les traditions juives. Il recherche des juifs cachés, parce qu'il y en a qui se sont cachés. Après la guerre encore, parce qu'ils avaient peur d'un retour. Donc, il recherche des juifs cachés. Il a aidé des dizaines d'enfants orphelins. Il a créé des institutions éducatives dans une dizaine de camps de personnes déplacées. Vous vous rendez compte l'énergie en 1945, après tout ce qu'il vient de subir. Donc, il crée des institutions éducatives et il poursuivra son œuvre pour les rescapés de la Shoah plus tard en Israël et aux États-Unis. Dans ces camps, il ouvre une possibilité de faire la shrita et il fait construire des mikvés. Donc tout pour réimplanter un judaïsme religieux, mais dans des conditions excessivement difficiles, vous comprenez bien. Il achète, alors l'argent lui est donné par des chassidim qui ont survécu, par des juifs en diaspora, notamment américains. Il achète et distribue des tzitzit, des talit, des tfilines, des mezuzot, et il ramasse également de l'argent pour aider de jeunes couples à se marier. Enfin, c'est un véritable travail social et éducatif en 1945, tout de suite après la guerre, dans les camps de personnes déplacées. C'est quelque chose qui mérite un grand, grand coup de chapeau parce que c'était vraiment des conditions difficiles. Et lui sortait dans un état que vous pouvez imaginer après avoir perdu toute sa famille. Voilà. Alors, en août 1947, il va se remarier. Il aura 5 filles et 2 fils. D'abord, il va s'installer aux États-Unis, mais il veut venir en Israël. Et il crée le quartier de Kiryat Sanz à Netanya. Ça, c'est un quartier dont vous avez déjà entendu parler, qui existe toujours, évidemment. Il crée ce quartier en 1958 et ouvre des institutions religieuses, des écoles pour filles, des écoles pour garçons, une yeshiva, un orphelinat, une maison de retraite. Vous voyez, il y a toujours tout un côté social vraiment important. Et lui-même monte en Israël en 1960, donc 2 ans après. Il s'établit à Netanya, dirige en même temps la communauté de Sanz de Williamsburg aux États-Unis, et il a encore fait quelque chose, une œuvre monumentale.
il a fondé l'hôpital Laniado de Netanya, qui est le grand hôpital de Netanya encore aujourd'hui. Et je vous précise que cet hôpital, il n'est pas réservé aux chassidim de Sens. Il est ouvert à tout le monde. C'est un grand travail social, là aussi. Et voilà l'œuvre de Rav Halberstam. Il décède en Tammuz 1994 et il est enterré à Netanya. Alors, il va partager la direction de Sens, encore de son vivant, entre ses deux fils, Rav Tzvi Elimelech et le Rebbe de Sens-Klausenburg de Netanya. Ça, c'est un fils, Tzvi Elimelech, Rabbi de Sens-Klausenburg de Netanya. Et puis l'autre fils, Rabbi Shmuel David, qui est Rebbe de Sens à Brooklyn. Shlomo Halberstam, ça c'est une autre branche. Shlomo Halberstam, c'est un petit-fils descendant des 15 enfants du premier rabbi de la dynastie de Sens. J'ai parlé, 15 enfants, un rabbin extrêmement très sévère, c'est l'un de ses petits-fils. Shlomo Halberstam, les dates c'est 1847-1905, a fondé sa propre dynastie à Bobov. Alors, les chassidim de Bobov, c'est un nom que vous avez déjà entendu. C'est une dynastie assez importante. Il a été rabbin d'abord dans un lieu que vous connaissez qui s'appelle Oswiecim. Oswiecim, en allemand, c'est Auschwitz. Ensuite, il a été rabbin à Vignitz. On a parlé de la chassidoute de Vignitz, mais ce n'est pas la même. Et il fonde une yeshiva. Alors, ils font une yeshiva, alors qu'à l'époque, la chassidoute de Sens était moins portée déjà sur l'étude en yeshiva. Ils désapprouvent relativement l'étude dans le cadre d'une yeshiva. Pas l'étude, mais dans le cadre d'une yeshiva. Pourquoi? Je ne peux pas vous dire, je ne suis pas assez calé pour ça. En tout cas, lui, il ouvre une yeshiva, mais conformément aux traditions d'ailleurs de Sens, il lutte contre le modernisme et contre le sionisme. Il a un fils qui s'appelle Pension, qui créera un réseau de 50 yeshivot dans l'entre-deux-guerres. C'est beaucoup, 50 yeshivot, 50 à 60 yeshivot dans l'entre-deux-guerres, et qui s'appelle le réseau Etz Chaim, l'arbre de vie. Donc vraiment, c'est tout à fait approprié. Alors, Pension décède dans un pogrom à Lvov en juillet 41. Donc voilà, un de ses fils qui est assassiné. Il a lui-même un fils qui s'appelle Shlomo, qui est rescapé de ce pogrom, qui va gagner les États-Unis en 1946 et va rétablir avec succès cette chassidoute de Bobov. D'autres descendants d'Halberstam ont fondé d'autres dynasties. Il y en a plein. Maintenant, je reviens encore un petit peu sur l'histoire de Bobov, puisque nous sommes dans cette lignée, cette descendance, cette dynastie de Sens-Klausenburg. Bobov est non sioniste, mais pas virulente. Je parle du Bobov contemporain. Son fondateur, Shlomo Halberstam, dont je vous ai donné les dates avant, 1847-1905, est donc le petit-fils de Rabbi Chaim Halberstam, le fondateur de Sens. L'essentiel des premières yeshivot de ce mouvement chassidique apparaissent en Lituanie. Et le 19e siècle va donc voir fleurir ce fameux réseau dont je vous ai parlé tout à l'heure, Etz Chaim, en Pologne et en Lituanie. La première yeshiva fondée par le premier rabbi de Bobov à Vignitz en 1881, c'est un peu compliqué ce que je vous raconte, mais tout se mêle là-dedans. C'est celle où Rabbi Chaim, donc le fondateur, était rabbin, avant d'arriver à Bobov. Ça, c'était la première yeshiva, mais c'est avant que la dynastie proprement dite soit forgée. Ensuite, il n'était pas tellement favorable à l'étude dans le cadre de la yeshiva, mais Bobov va plutôt populariser l'étude dans le cadre d'une yeshiva. Son fils Pension, dont je viens de vous parler, 1874-1941, va poursuivre
et la cour va se développer dans ce fameux réseau de yeshivot dont je vous ai parlé. Ce réseau va s'étendre dans toute la Galicie, en Lituanie et un petit peu en Pologne, pas énormément. Évidemment, le mouvement Bobov sera détruit pendant la Shoah. Le rabbi lui-même sera assassiné, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1941 dans le ghetto de Lvov. Et nous arrivons au troisième rabbi de Bobov qui s'appelle Shlomo Halberstam, toujours la même famille. Ses dates, c'est 1908 jusqu'à l'an 2000, qui est mort très âgé. Il reconstruit Bobov avec les 300 rescapés de la Chassidoute qui ont survécu à la Shoah. 300, c'est pas beaucoup de monde. Il reconstruit à partir de ça. Il s'installe aux États-Unis, il a différentes adresses et finalement, il aboutit à Borough Park. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que toutes les dynasties chassidiques dont je vous ai parlé sont installées à Borough Park, à Monsey, à Brooklyn. Ils sont tous un peu dans le même quartier, sauf certaines qui vont essaimer plus loin, mais l'essentiel se trouvera toujours à peu près dans les mêmes quartiers. Alors, ce troisième rabbi, Shlomo Halberstam, est un homme extrêmement sage qui refuse de s'engager dans des conflits. Il évite à tout prix d'entrer en conflit à quelque sujet que ce soit. Et il a fondé en 50 ans de règne, c'est long, 50 ans, un réseau mondial de synagogues, d'écoles pour garçons et filles, de maisons d'apprentissage, donc pour apprendre un métier, c'est intéressant, et de camps d'été. Il décide en août 2000, et puis évidemment, là vraiment son enterrement sera suivi par énormément de gens parce qu'il a créé beaucoup, et il va être vraiment pleuré à l'époque. Et on annonce que son fils, Naftali Halberstam, sera le prochain rabbi. Naftali Halberstam, ses dates, c'est 1931-2005. Il a un frère cadet qui s'appelle Ben Sion et qui sera son adjoint. Naftali Halberstam décède assez rapidement, 5 ans après le décès de son père. Il laisse une femme, 2 filles et 2 gendres. Vous me voyez arriver avec les gendres. Il va y avoir quelques petits problèmes. Alors, un des gendres s'appelle Yoshua Rubin. Il est le Rav de Bobov 45. Alors, qu'est-ce que c'est que ce 45 ? Ben, figurez-vous que c'est tout simplement pour désigner la cour de Bobov qui est installée dans la 45e avenue à New York. Donc ça s'appelle Bobov 45 pour le distinguer du Bobov israélien. Et puis l'autre genre s'appelle Mordechai David Unger et Rebbe sera le successeur de Bobov 45. Quant à Ben Sion, le fils, eh bien, il est toujours encore rabbi aujourd'hui. Il est né en 1955 et puis Dieu lui prête longue vie. Il sera rabbi à la mort de son frère Naphtali. Mais une guerre de succession quand même entre Ben Sion, le fils, et Unger, le gendre. Et ce gendre, c'est le fils du chef de la dynastie de Dombrov. Celle-là, je ne vous en ai pas parlé, je ne vous en parlerai pas. C'est une petite dynastie chassidique, alors pas beaucoup d'étoffes, donc il préfère être le patron de Bobov que de Dombrov. Donc, d'abord, il ne veut pas cette dynastie, et deuxièmement, il ne peut même pas la convoiter parce qu'il a un frère aîné qui a préséance. Alors, tout ça va se terminer devant un Beddin, figurez-vous, et le Beddin va désigner le fils Halberstam, donc Ben Sion, comme rabbi à Borough Park et Unger comme rabbi de Bobov 45. Voilà comment se termine cette histoire de bagarre d'héritage. Ça, c'est pour Sanz Klausenburg et une des branches Bobov. Maintenant, on va en étudier une autre, si vous voulez bien. Et celle-là, elle est aussi très particulière. Elles sont toutes particulières parce qu'elles ont toutes leur inclination spécifique. Là, nous parlons de la chassidoute de Tchernobyl. Ah, Tchernobyl, ça vous dit quelque chose?
C'est une ville qui est très connue parce que ça fait un gros boom là-bas. Oui, mais Tchernobyl en Ukraine, c'était le lieu d'une très grande dynastie, la fameuse dynastie de Tchernobyl, fondée par, elle est beaucoup plus ancienne. L'autre, elle était à la deuxième moitié du 19e. Là, on remonte au 18e. Elle est fondée par Rabbi Menachem Nahum Tversky de Tchernobyl. Tversky, c'est un nom qu'on retrouvera beaucoup. Il est né en 1730 en Volhynie et décède en 1797 à Tchernobyl. Donc pas très âgé là pour le coup. C'est un disciple, vous l'avez deviné, du Baal Shem Tov et du Maguide de Mézérich, Rav Dovber, évidemment, c'est toujours la même origine. Il sera très jeune orphelin, enfant, et sera élevé par un oncle qui va l'élever et qui va le maltraiter aussi. Voilà, mais finalement, il va l'envoyer dans une yeshiva en Lituanie. Il se marie assez jeune, même très jeune. Il enseigne des enfants, donc il est rabbin, enseignant. Et avec l'avènement du chassidisme, il va devenir un élève du Baal Shem Tov. Ses discours, qui étaient célèbres parce qu'il avait la parole facile, sont réunis dans un livre qui s'appelle Me'or Einaim, la lumière des yeux, quelque chose comme ça, des discours sur la paracha, évidemment, et sur le Talmud. C'est encore aujourd'hui un des principaux livres de pensée chassidique. Me'or Einaim. Toute sa vie, il a vécu pauvre, et pourtant, il était bien payé comme rabbin. Sauf que il donnait l'essentiel de ses gains pour la tzedaka. Et donc, toute sa vie, il a vécu pauvre. C'est tout à fait exemplaire comme comportement. D'ailleurs, même du point de vue de la halakha, ça se discute, parce que quand on voit les principes qui nous sont édictés par la Gemara, on ne doit pas donner sous forme de tzedaka au-delà d'un certain pourcentage de ses revenus. Donc, se dépouiller entièrement pour faire la tzedaka, ce n'est pas tout à fait conforme non plus. Mais enfin, c'est très exemplaire incontestablement. C'est d'autant plus exemplaire qu'il a un fils qui s'appelle Rabbi Mordechai Tversky, qui lui succédera, qui décède en 1798, mais lui, à l'inverse de papa, il a vécu très riche, voyageant même en calèche. En calèche, à la fin du XVIIIe siècle, pour un juif, c'est quand même pas banal. Et c'est tout à fait à l'opposé de l'idée de son père. Il a vécu d'une façon vraiment tout à fait princière. Donc ce Rabbi Mordechai Tversky va succéder à son père et 7 de ses fils deviendront des rabbins. Et ils créeront d'autres cours. Et alors là, les noms sont connus tout de suite parce que c'est dès la deuxième génération que ces nouvelles cours vont naître. Et les noms, vous les avez déjà entendus. Skver, Trisk, Talner, Rashmatrivka et Hornosteipel. Alors, ce sont des petites cours chassidiques. Je ne peux même pas vous dire si elles existent encore aujourd'hui, mais en tout cas, elles sont nées au tournant du 19e siècle. Voilà. Et puis, il a une fille qui sera l'arrière-grand-mère. On fait beaucoup de mishpartologie avec les chassidim. On parle beaucoup de famille, de frères, de cousins, de descendance. Et je vous promets, vous n'avez pas besoin de tout retenir. Et pour vous rassurer, je ne retiens pas tout non plus. Alors, la fille sera l'arrière-grand-mère de Rabbi Yisroel Friedman de Rougine. Le Chacham de Rougine est un personnage important aussi dans l'histoire chassidique. Rabbi Nahum, donc le premier, le fondateur, se déplaçait beaucoup pour récolter de l'argent dans un but très précis et qui nous renvoie à ce qui se passe aujourd'hui, Pidyon Shvuim, pour racheter les otages, racheter les prisonniers. Et vous savez qu'il y a tout un débat là-dessus aujourd'hui avec nos otages qui sont malheureusement encore entre les mains de ces barbares du Hamas. Mais c'était une chose très courante qu'on kidnappe quelqu'un pour avoir une rançon. Donc il a beaucoup voyagé, ramassé de l'argent pour racheter des prisonniers.
Cette chassidoute de Tchernobyl s'occupe d'études de la Torah, je ne serais pas tellement surpris. Elle a des traditions qui correspondent aux valeurs habituelles du chassidisme, donc une ouverture, la joie dans la prière, etc. Mais c'est une chassidoute qui est essentiellement engagée dans l'aide sociale. Et le rabbi l'admour de Tchernobyl, aujourd'hui, se balade dans tous les pays européens, rencontre des communautés pour pouvoir, pour aider, pour donner des brachot, etc. Aujourd'hui encore, de façon tout à fait contemporaine. Donc, une chassidoute très engagée dans l'aide sociale de tous les juifs, quelles que soient leurs opinions, que ce soit des chassidim, que ce soit des charidim, que ce soit des non-religieux, Tchernobyl est ouvert à tout le monde. Ça, c'est quand même assez particulier. Cette chassidoute a toujours été dirigée par un fondateur, par un descendant du fondateur de la dynastie, et comme toutes les autres chassidoutes, évidemment, elle a été décimée pendant la Shoah. Mais Tchernobyl est devenu célèbre, on l'a parlé tout à l'heure, par la fameuse explosion nucléaire de 1975. Et cette chassidoute de Tchernobyl a une histoire particulière parce que des fidèles de cette chassidoute ont toujours vécu à Tchernobyl, c'est-à-dire depuis le début, fin du XVIIIe, jusqu'en 1975. C'est-à-dire que même pendant la période de la Shoah, des chassidim sont restés à Tchernobyl. Et après la guerre, ils sont toujours restés à Tchernobyl. Ils n'ont quitté qu'avec cette explosion de ce réacteur nucléaire où ils ont été obligés de partir, évidemment. Donc ça, c'est particulier. C'est la seule dynastie chassidique, à ma connaissance en tout cas, qui est toujours restée dans son lieu d'origine jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Alors, il y a un homme qui s'est beaucoup attaché à cette histoire de Tchernobyl, qui s'appelle Yitz Tversky. Évidemment, c'est aussi un descendant de cette fameuse famille Tversky. C'est un homme qui habitait à New York et il a passé 30 ans de sa vie et toute sa fortune pour reconstituer l'arbre généalogique et relier les 8 générations de rabbins de Tchernobyl. C'est-à-dire relier, faire naître l'arbre généalogique de 50 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Un arbre généalogique de 50 000 personnes. Alors, il est allé très loin. Il a fait des tests génétiques. Il a fouillé des archives. Quand il a eu terminé son travail, en 2017, c'est donc tout à fait récent, il va se rendre sur place à Tchernobyl. Évidemment, on ne peut plus rien faire là-bas. Pour le moment, c'est toujours encore à peu près fermé, mais il se rend sur place. Il va retrouver les restes de la synagogue. Au XVIIIe siècle, Tchernobyl se situait à 160 km de Kiev. Ça n'a d'ailleurs pas bougé, c'est toujours à 160 km de Kiev. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut pas y aller. Et c'est donc le berceau de cette dynastie de premier plan. Les recherches de Yitz se sont faites sans Internet, sans mail, n'existait pas, ou pratiquement pas encore, ont donc été très difficiles. Et pour ces recherches, il a beaucoup voyagé, il a étudié des recensements du XVIIIe siècle, il a étudié des fichiers du KGB, ah oui, la Russie a quand même passé par là, il a recherché des témoignages à Yad Vashem, et il a été en contact avec différents membres de la famille dans 31 pays différents. C'est vraiment un travail colossal, colossal. Et il a réussi donc à connecter 50 000 membres de cette famille les uns aux autres au travers des générations. C'est vraiment un travail tout à fait fabuleux. Alors, des milliers de fidèles venaient au départ dans la cour de Mordechai Tversky, le deuxième rabbi, après le papa, donc une grosse, grosse dynastie, et ils venaient pour recevoir des enseignements, évidemment, et des brachot, des bénédictions. Une cour opulente, une cour riche à tel point qu'à la table du rabbi, il y avait de l'orfèvrerie qui était fabriquée par l'orfèvre du tsar.
Vous voyez, des gens qui savent vivre, qui ont un standard de vie et un respect de la table. Ce n'est pas comme celui dont je vous ai parlé tout à l'heure de Sadigora, qui était ostentatoire. Là, c'est non. C'est dans le cadre du Shabbat, c'est la table du Shabbat qui doit être belle, etc. Donc, on a fait une très belle orfèvrerie. 7 des 8 fils du rabbi de Tchernobyl vont devenir rabbins à leur tour. Alors, cette dynastie a été dévastée à 3 reprises. En 1917 par la Révolution russe, en 1919 par des pogroms de paysans, il y a eu ça aussi, et puis évidemment par la Shoah. Et pourtant, aujourd'hui, il y a des milliers de chassidim de Tchernobyl. Ils se sont reconstitués, ils se sont reconstruits, et c'est une dynastie très florissante aujourd'hui. Ils vivent aujourd'hui en Pologne, aux États-Unis et en Israël. Et ils sont impliqués dans la vie. Par exemple, le rabbi Abraham Tversky, il est rabbin, il a une smicha. Ce n'est pas un admour, ce n'est pas un chef de dynastie. Ses dates, c'est 1930-2021. Il est l'auteur d'une soixantaine d'ouvrages, c'est pas rien, une soixantaine d'ouvrages qui parlent du chassidisme et des efforts personnels. C'est quoi les efforts personnels? Il a beaucoup travaillé sur l'accoutumance et la toxicologie, la toxicomanie. Il est donc en phase avec un monde moderne, un monde contemporain. Ce n'est pas un homme qui vit hors du temps. Ça, c'est ce rabbi Tversky. Il y en a un autre, Rabbi Isador Tversky. Ses dates, c'est 1930-1997. On est vraiment dans la période contemporaine. Chassid américain, lui aussi, professeur à Harvard et gendre du rabbin Joseph Soloveitchik. Soloveitchik, vous savez que c'est une des grandes personnalités rabbiniques, mais alors là, pour le coup, pas chassidique, mais un très grand Talmid Chacham aux États-Unis. Ils sont deux frères. Il y en a un qui habitait, je crois, Zurich, et l'autre aux États-Unis. Donc voilà, professeur à Harvard et gendre du Rav Soloveitchik. Le troisième rabbi de cette dynastie de Tchernobyl s'appelle Aaron Tversky. Il a été très actif dans la colonisation d'Israël, sans être sioniste, je précise, mais pas anti-sioniste, mais pas sioniste. Et puis après lui, après ce troisième rabbi, suit une lignée très compliquée. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire parce qu'elle est vraiment, on s'arrache les cheveux, qui a donné naissance à beaucoup de cours chassidiques, parce qu'évidemment, on ne peut pas se faire concurrence. Alors on crée sa cour, je vous l'ai déjà expliqué. Chaque communauté a son rabbi. Là, on parle toujours de Tchernobyl. Et on en trouve, alors écoutez bien, on trouve des chassidim de Tchernobyl à Bnei Brak, Borough Park, New Square. Ah, New Square, c'est la chassidoute de Square. C'est une filiale. Borough Park, encore une fois, une autre, la dynastie de Square, encore la même branche descendante. À Milwaukee, là, ce sont les Hornosteipler. C'est toujours encore une descendance de Tchernobyl. À Jérusalem, où il y a des Hornosteipler. À Londres, il y a des chassidim de Trisk. À Boston, il y a des chassidim de Mebouche. Mais toutes ces chassidoutes descendent de Tchernobyl. Sont des branches dissidentes, c'est peut-être pas le terme, mais des surgeons, disons. Voilà. Alors, cette chassidoute de Tchernobyl, elle est très intéressante dans la mesure où elle est très portée sur l'aide, cherche à rapprocher les Juifs de la Torah, quels qu'ils soient. Et elle est présente vraiment dans le monde entier. Écoutez la liste, parce que franchement, elle est surprenante. On en trouve en Israël, ça c'est clair. En France, aux USA, en Angleterre, en Belgique, en Suisse, en Autriche, au Canada, au Brésil, en Argentine, en Australie, partout, partout.
et chaque juif est important à leurs yeux, quel que soit son penchant religieux. Leur activité se développe dans l'aide sociale, dans l'aide psychologique aussi, mais aussi avec un sens très pratique, dans la distribution de repas, la visite à des malades isolés, des conseils et des brachot un petit peu partout. C'est quand même remarquable. C'est remarquable, cette ouverture sur tout le peuple. Et je vais un peu plus loin. Depuis le 7 octobre, le rabbi de Tchernobyl ne bouge plus. Il se concentre exclusivement pour prier pour Am Israël, donc le peuple, et la situation, le soutien à la situation des familles de Haute-Faza, donc du sud, la distribution de tzitzit aux soldats. Vous savez que vous vous rappelez peut-être qu'au début de la guerre, plein de gens se sont mobilisés pour fabriquer des tzitzit. Et encore maintenant, parce que les soldats le demandent, des soldats non religieux qui demandent des tzitzit. Donc il se focalise là-dessus et il a envoyé des équipes à Haute-Faza, donc autour de la bande de Gaza, pour soutenir le moral des populations. Donc, il est passionniste, mais complètement impliqué dans la vie d'Israël. Voilà, ça c'est Tchernobyl, c'est tout à fait remarquable. Alors, l'admour actuel s'appelle Rabbi Abraham Yoshua Tversky et il a pris une part très active dans la direction de la Chassidoute depuis 1975. C'est quoi cette part très active? Il a créé un collège pour former de futurs décisionnaires, ça c'est important, parce que des décisionnaires, ce sont des gens qui sont capables de trancher dans des problèmes de halakha. Il n'y en a pas tellement, et c'est difficile, ça demande un très haut niveau d'études. Donc il a formé un collège pour former ce qu'on appelle des posek halakha. Il a créé plusieurs institutions, des yeshivot, une école. En 2001, c'est très récent, ses fidèles font une pression terrible sur l'Admour et il vient s'installer à Ashdod. Ah, c'est pas Bnei Brak, hein, c'est Ashdod. Et là, il crée un véritable réseau éducatif complet avec plusieurs organismes de bienfaisance en prime. Donc des écoles, une yeshiva et toutes sortes d'organismes de bienfaisance. Un empire de Torah et de Chesed. C'est ça l'image de marque de Tchernobyl. Et cet empire a complètement changé le visage d'Ashdod, où aujourd'hui se présentent, on parle vraiment d'aujourd'hui, des centaines de fidèles pour prier et pour suivre des cours. Le Hadmour, donc le chef, consacre beaucoup de temps pour les conseils et pour des brachot, c'est sa particularité. Et ce qui est intéressant, il a un lien tout particulier avec le judaïsme de France. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, il considère que le judaïsme de France est composé de gens vrais, pleins de foi, et donc il a décidé de tout faire pour les aider et conseiller les Juifs de France. Et de fait, il a fait de fréquents séjours. Je vais vous raconter une petite histoire qui est tout à fait surprenante. Dans ma communauté d'origine, Colmar, une communauté alsacienne tout à fait traditionnelle, pas mystique pour un sou, pas chassidique pour un sou, traditionnel, de bons petits juifs alsaciens sans prétention. Et le rabbi de Tchernobyl annonce, il y a 3-4 ans de ça, c'est pas très ancien, il annonce qu'il vient passer la journée à Colmar pour donner des conseils, pour donner des brachot, des bénédictions, voilà. Et moi, je dis encore à ma femme, mais il est fou. S'il y a foot à Colmar, il va s'ennuyer toute la journée, il va voir personne. Mais figurez-vous que les gens ont fait la queue pour venir le rencontrer. C'est quelque chose d'incroyable. Colmar, une communauté qui n'a rien de mystique, mais alors pas pour un sou. Il n'y a pas de chassidoute, il n'y a rien. Les gens ont fait la queue du matin au soir pour rencontrer le rabbi de Tchernobyl. C'est vraiment stupéfiant.
C'est ce qui s'est passé. Et c'est intéressant. Alors, voilà pour Tchernobyl. Et je vais encore vous quelques mots à propos d'un surgeon de Tchernobyl. C'est la dynastie de Skver. Skver. Elle a été fondée par Rabbi Yitzhak Tversky, encore une fois un Tversky, évidemment, en Ukraine. Elle est récente, elle date du 19e siècle. Et c'est un surgeon, donc une branche de Tchernobyl. Rabbi Yitzhak est aussi appelé Rabbi Itzikl, ça c'est un diminutif en polonais, évidemment. C'est l'un des 8 fils de Rabbi Mordechai, le Maguide de Tchernobyl, le Hadmour de Tchernobyl. Donc un des 8 fils. Et aujourd'hui, cette cour a 3 rabbins, un pour New York, un pour Borough Park et un pour Flatbush. Ils ont une philosophie, leur philosophie c'est l'étude de la Torah, la prière, ça jusque-là rien de surprenant, pas trop de plaisir terrestre. C'est intéressant. Donc beaucoup de modestie dans la vie de tous les jours, du quotidien. On mange mais raisonnablement, on boit mais avec modestie, voilà. Pas trop de plaisir terrestre. Mais alors, il y a quelque chose qui les caractérise. Ce qui est essentiel, c'est l'attachement au rabbi. Le rabbi est le canal d'accès entre le juif et Akadosh Baruch Hu, et Dieu. Mais alors là où c'est encore plus intéressant, ça on l'a vu dans d'autres dynasties. Mais il ne peut remplir ce rôle de rabbi et il ne peut servir d'intermédiaire ou de canal d'accès à Kadosh Baruch Hu qu'à condition que lui-même, le rabbi, fasse preuve d'humilité et d'amour à l'égard du peuple juif et à l'égard de Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est très intéressant. On lui impose un mode de vie de modestie, d'humilité, faute de quoi il n'a pas qualification pour être le Hadmour, pour être le chef de la dynastie. Et ça, c'est quand même une pensée extrêmement riche qu'on n'a pas vue jusqu'à présent, et c'est ce qui caractérise Skver. Alors, Rav Itzikl est connu comme le philosophe avec un Z, le philosophe Eloki, c'est-à-dire le philosophe pieux. Pourquoi ? Parce qu'il n'hésitait pas à débattre avec les représentants de la Scala, les masculines. Il n'avait pas peur de débattre avec eux et il déferlait à l'époque en Pologne, évidemment, et il allait les rencontrer, débattre avec eux et discuter avec eux de leurs divergences de vues à propos du judaïsme. Après son fils, c'est son fils qui va lui succéder. Lui aussi, il a un diminutif, il s'appelle David. Mais lui, il va partir pour Kiev après 1917 pour, dans un premier temps, en tout cas, échapper à la révolution russe. Son petit-fils, Rabbi Yaakov Yosef, dont les dates sont 1899-1968, nous arrivons dans une époque plus contemporaine, épouse pas n'importe qui, une fille du rabbi de Bels, Rokeach, le Hadmour Rokeach, grande personnalité. Il va s'installer à Bels et il va d'ailleurs adopter quelques coutumes des chassidim de Bels. En 1945, on le retrouve à Bucarest et ensuite aux USA en 1948. Et en 2001, Rabbi Yechiel Michal Tversky, c'est son fils, devient le Rav de Borough Park. Voilà. Alors, je m'arrête là ce soir parce que je rentre dans une autre chassidoute maintenant. C'est la chassidoute de Mojitz, qui est là aussi une particularité tout à fait extraordinaire. Ils sont complètement portés sur la musique. Donc, vous voyez, chacune de ces chassidoutes a sous un tronc commun une particularité. Et donc, la prochaine fois, je veux vous parler de cette chassidoute et encore d'une autre, la chassidoute de Karlin. Et on va essayer de faire un résumé des différentes chassidoutes que nous avons vues, avec la particularité de chacune. Et puis, donc, la prochaine fois, je pense qu'on va terminer avec les cours chassidiques.
Et après, Bezrat Hashem, après, il y aura Rosh Hashanah, je ne sais pas exactement le calendrier des cours, mais je peux déjà vous dire qu'après, on va prendre l'avion, les billets sont pas chers, il faut en profiter, et on va faire l'histoire des Juifs de Tunisie. Ça va changer un petit peu de l'Est. Mais nous n'avons pas terminé, évidemment, avec la Pologne, parce que je n'ai pas dit un mot de la Haskalah, c'est quand même extrêmement important, qui va se passer au 19e, au 20e, et après on arrivera à la période plus contemporaine avec toute la catastrophe que vous connaissez. Mais ça, c'est pour beaucoup plus tard. Avant, on a beaucoup de voyages à faire. Le premier, donc, sera pour la Tunisie. Voilà. Alors, si vous avez des questions, et je ne garantis pas d'avoir les réponses, il faut ouvrir vos micros, mais ma femme me précise que l'accident nucléaire a eu lieu le 26 avril 1986. C'est Henri Zilberberg. Pas en 75, mais en 86. Merci à Henri Zilberberg qui a rectifié mes erreurs. Voilà. Attendez, tu n'as pas connu le fait qu'il y a eu un Admor sioniste. Il y en a eu Dans un. quel chassidoute? Dans quel chassidoute? Dans quel chassidoute? Dans la sienne. Admor Achalout Yoshua Shapira, sioniste, qui a tout fait dans le cadre sioniste. Il est connu comme le Admor Achalout. Chez Tchernobyl? Chez Hein? Tchernobyl? Non. Non. Dans la chassidoute de Tchernobyl? Non. De lui-même. Ah, la sienne? Oui. Ah, mais attends, il y a, à ma connaissance, 84 cours ou dynasties chassidiques. Je ne vais pas les faire toutes. Promis, Non, juré. tu as dit que tu ne connaissais pas. Oui, je ne connaissais pas, absolument. Alors, absolument. je t'ai dit, il y en a un, et tu Donc, regardes voilà, à noter, dans Shapira. les médias ce qui s'est passé avec lui. Eh bien, merci pour le renseignement. Et qui c'est qui a parlé là? Je n'ai pas entendu. Je m'appelle Moshe Rigel. Ah, Moshe. Oui. Merci beaucoup, Moshe. Son fils était le secrétaire général du Bnei Akiva mondial. Ah oui, maintenant je vois qui c'est. Tout à fait. Et Shapira. Oui, maintenant je vois qui c'est. Eh bien, merci, Moshe, pour ces renseignements. Et un bonjour à Marianne. Merci Voilà, beaucoup, elle est moi à aussi. côté. Shalom, shalom. Et Chodesh Tov. Chodesh Tov Chodesh aussi Tov. et Shana Tova. Shana Tova. Bonjour à Moshe et Marianne aussi de la part de Yoraël. Ah, Yoraël. Toda Rabba. Où est sa femme? Qui c'est qui vous a parlé là? Yoéla? Voilà, d'autres questions ou d'autres précisions? Moi, Juste une précision, tu as parlé de l'Admour de Tchernobyl, Oui, que j'ai rencontré moi à Paris, parce Oui. qu'il faisait des tournées mondiales, etc. Il était très impressionnant parce que, bon, il était impressionnant pour beaucoup de choses, et entre autres, il avait la particularité de demander aucun sou, oui, pas de tzedaka, rien. Et même pas pour ces institutions, rien. Alors je me suis renseigné, ces institutions, c'était payé par des milliardaires américains, et donc il n'avait pas besoin d'argent, il avait besoin de rien, il voulait absolument pas qu'on fasse de dons après qu'on l'ait vu. Par contre, maintenant, c'est son fils qui a repris. Là, les choses ont changé et c'est devenu un businessman différent. Et en plus, il fait des conférences antisionistes. Donc là, malheureusement, ça a mal tourné. c'est plus Mais le ennuyeux. père était impressionnant et totalement désintéressé. Il n'y avait que là, c'était extraordinaire. C'est intéressant, c'est intéressant. Mais je ne sais pas qui était venu à Colmar il y a 4 ans, mais moi j'étais stupéfait. À 4 ans, c'était le fils, forcément. C'était le fils. Ouais. D'accord. Eh bien, merci pour le témoignage. Voilà, chacun peut apporter sa pierre. Une question, si tu permets. Par rapport à l'épineuse question actuelle du service militaire, pour ces chassidim qui sont en Israël, quelle est la position de leur... Ben, par exemple, à Chabad, il y en a pas mal qui font l'armée. Autant que je sache. Pour les autres chassidous, je ne pense pas. Mais je ne veux pas être affirmatif. On ne peut pas dire les.
Je pense que la majorité d'entre eux refusent l'armée. Il y a peut-être certains parmi eux qui la font, mais je n'ai pas la réponse. Je ne peux pas te dire. Même parmi les Haredim, il y a des jeunes qui font l'armée. Bon, c'est extrêmement compliqué pour eux parce qu'ils se coupent de leur famille le plus souvent. Ils se coupent de toutes leurs racines. C'est vraiment pas simple. La faute de ce refus de faire l'armée, elle n'incombe pas tant aux jeunes qu'à leurs rabbins, qui exercent une pression abominable sur eux. Alors évidemment, un jeune de 18 ans, c'est difficile de couper le cordon avec les parents et avec tout son milieu, avec tout ce qu'il est. C'est pas simple du tout. Et puis aussi, il y a eu un temps où l'armée n'était pas très, très souriante à l'égard des Haredim qui voulaient y aller. Aujourd'hui, ça a changé. On aménage des unités pour eux, donc il n'y a plus d'excuses de ne pas faire l'armée. Mais c'est les rabbins qui sont en cause, beaucoup plus que les jeunes. C'est difficile pour un jeune de couper comme ça. C'est vraiment un prix à payer extrêmement élevé. Du moins, c'est ce que je crois. On peut faire une Non. armée. Nous, on priait dans une synagogue qui n'était pas chabadnik, mais le rav, il était un chabadnik. Et il sortait quand il y avait la prière pour Médinat Israël. Oui, je ne suis pas surpris. Et son fils est engagé à l'armée. Ben voilà, je ne suis pas surpris du tout. Je suis pas surpris. Écoutez, encore maintenant, Chabad, dans notre quartier, toutes les semaines, on faisait des sandwichs pour envoyer aux soldats à l'armée, au front. Et Chabad s'était vraiment, vraiment mobilisé pour eux. Vraiment. Ça ne veut pas dire qu'ils allaient faire l'armée, ça, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est compliqué parce que, en gros, ils sont passionnistes. Mais il y a beaucoup qui échappent qui franchissent le pas. Dans les milieux chassidiques, c'est peut-être un peu plus facile que dans les milieux harédis. Encore que ça dépend des cours chassidiques aussi. Mais voilà ce que tu viens de dire, rejoint ce que disait tout à l'heure Moshe, avec le Rav Shapira, qui était un admour chassidique sioniste. Et donc, il était tout à fait en opposition avec la tradition des chassidim en général. Chabad sont pour aider tous les juifs en galoute. Quel rapport avec Israël? Parce qu'ils considèrent que être en Israël maintenant, c'est être en galoute. Donc, on aide aussi les juifs en Israël. Mais ils ne sont pas pour le fait qu'il y ait un État juif. Non, absolument. Fondamentalement, ils ne sont pas pour, mais ils ne luttent pas contre non plus. À l'inverse des Satmar ou des Neturei Karta qui font la guerre à Israël. Chabad ne fait pas la guerre à Israël. Ils ont une position philosophique non sioniste. Non sioniste, pas forcément anti-sioniste. Au début du XXe siècle, c'était les plus anti-sionistes. Ah oui, 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 d'accord, ça a changé. On parlait pas de façon contemporaine, bien sûr, tout à fait. Mais il faut comprendre qu'ils sont très à part de tous les chassidim. La Oui, plupart des chassidim ne les considèrent pas comme faisant partie des charedim, parce qu'ils ont des problèmes avec le Messie qui est mort. ah, ah oui, ça c'est un gros problème. Ouais. Bien, merci beaucoup. D'autres questions? Merci beaucoup. D'autres commentaires, s'il vous plaît? On apprend, vous voyez, tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. C'est formidable comme ça. Bon, Merci, Rodestov. Chodesh Tov à tout le Chodesh monde. Tov. On se retrouve, Chodesh Tov. Merci. Merci à dans vous. 15 jours. Chodesh Tov לכולם. Chodesh Tov le Kulam. Ken. Au revoir. Salut tout le monde.